Yes, bienvenue, ici les brassards bordelais dans cette dernière capsule vidéo, dans cette dernière vidéo concernant ce superbe chantier jardin sur mesure. Donc voici un petit peu l'état des lieux. Là, l'objectif de cette journée aura été donc d'amener presque 9 tonnes de terre dans le jardin, à la brouette et à la pelle. Donc on a vu une place de parking spécialement pour nous ce jour-là. On a bien sûr benné avec le ben la terre nécessaire pour pouvoir remplir ce jardin qui demandait à être surélevé étant donné l'arrivée par la suite du gazon en plaque et on voulait qu'il arrive au niveau de la terrasse. Donc avec de l'huile de coude, la patience, de l'énergie, on a amené toute cette terre dans le jardin qu'on a ratissé ensuite pour l'avoir de niveau. Donc au niveau de la logistique et de l'organisation sur le chantier, l'un de nous est parti chercher la terre chez le fournisseur et pendant ce temps-là, l'autre avec de l'huile de coude et beaucoup d'énergie a rempli sa brouette et l'a amené dans le jardin, sachant que la terre a donc été livrée dehors, en dehors de la propriété, sur une place de parking. Et il a fallu rentrer dans le jardin, dans le premier jardin qui se trouve devant le parking, passer dans un mur assez étroit, monter dans le salon avec la terre. Je crois qu'aucune maison n'avait passé autant de terre dans son salon que ce jour-là. Ouais, quasiment 9 tonnes. Donc il nous a fallu beaucoup de patience et beaucoup d'énergie pour apporter tout ça dans le jardin. Donc on voit petit à petit qu'à force d'amener la terre, voilà, ça vient. Donc ensuite on l'a ratissé et on l'a amené jusque la terrasse, nickel. Et après on a pu replacer sur la terre ce qu'on avait déplacé, car ça nous venait sur la terrasse. Je parle de tout ce qui est dalle de schiste sur le côté et plancher d'échafaudage. Enfin bref, après cette journée on était bien fatigués, d'ailleurs on a bien dormi le soir, parce que pour bouger 9 tonnes de terre dans la journée, il faut y aller. Donc on est revenu un peu plus tard, peut-être le lendemain ou je ne sais plus quand, et c'était le jour de l'installation du réseau d'eau. Donc il a fallu creuser une petite tranchée proche de l'entrée, en fin de compte, car l'arrivée d'eau, c'est la seule qui soit à notre disposition. Donc on a amené les tuyaux nécessaires pour cette arrivée d'eau. On a dû donc décaler un petit peu l'entrée, les petites dalles et les barrettes. Non, pas les barrettes. Et les... je sais plus quel nom ça porte. Bref, on a aménagé son entrée pour pouvoir passer et créer une tranchée et passer notre gaine. Bon, notre gaine d'eau, je dirais. Donc une fois qu'on a fait la tranchée, on a passé le tuyau. Une fois qu'on a passé le tuyau, on a rebouché. On voit que on a rebouché, on voit que le tuyau, il est sous terre, tranquille. Donc ensuite voilà, on le voit, il va passer sous la maison pour pouvoir sortir de l'autre côté, dans le jardin où on a balancé nos 9 tonnes de terre. Voilà. 9 tonnes de terre. Donc ce jour-là, on a de la chance, il pleut. On est heureux quand il pleut. Oh là là, avec nos belles combinaisons de pluie, c'est merveilleux, c'est fantastique. On est vraiment aux anges. Surtout que quand tu mets une tenue de pluie,
eh bien, t'as chaud à l'intérieur parce que ça tient chaud, ça coupe le vent. Ça coupe le vent, c'est efficace, mais ça retient pas beaucoup d'eau. Donc t'as chaud dedans, tu transpires, et l'eau du dehors finit par rentrer dedans. Voilà. Inévitablement, à un moment donné, t'y as droit. Donc ensuite, il a fallu creuser des tranchées dans le jardin pour pouvoir faire passer encore un réseau d'eau et les tuyères pour pouvoir apporter et hydrater ce futur gazon plaque qui allait arriver. Voilà. Donc on a installé également un regard sur le côté. Il a fallu creuser pour installer le regard et avoir finalement plusieurs pour avoir un spot où l'eau arrive finalement. Donc le passage des gaines dans le sol, l'installation des tuyères et des divers raccords pour pouvoir hydrater ce gazon en plaque qui arrivera par la suite. Donc sous la pluie ça glisse, c'est moins grave, mais bon, ça le fait. De manière générale, on ne fait pas de réseau quand il pleut. Mais c'était pas une pluie torrentielle, hein, c'était une petite pluie, mais qui était tout de même un peu gênante. Bon, il n'y a que ici où on avait une grosse flaque d'eau, sinon pour le reste, ça passait, c'est bien passé, c'est passé tranquille. Donc là, on était face à un petit souci pas prévu au programme. Voilà. Les petits soucis en général, on les prévoit pas. Parce que finalement, on avait une fuite dans le regard. Et on se demandait d'où est-ce que ça vient. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a une fuite? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Les tuyaux sont bien passés dans les tranchées. Les tuyères sont bien à la verticale. Comme ça, elles peuvent bien sortir leur tête de terre. Mais ouais, on se demande vraiment ce qui se passe là dans l'espace. Est-ce que c'est pas normal d'avoir une fuite dans le regard? Bon, pourtant ça marche. Les tuyères se lèvent. Bon, elles sont pas réglées encore, donc ça part un peu dans tous les sens. C'était un petit peu l'esquive pour pas être mouillé ce jour-là. En plus de la pluie, en plus des tuyères. Du coup, après, il fallait juste régler les tuyères pour que tout le jardin soit couvert par l'eau. Et voilà, là on use encore de solutions alternatives pour tenter de résoudre cette fuite. Et vraiment, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fuit? Sur les 4 arrivées, il y a une fuite, pourquoi ça fuit? Qu'est-ce qui se passe? Donc en fonction de comment on place le tuyau, comment ça tourne, etc., on voit qu'il y a une fuite. Donc on se dit cool. Donc après on referme le couvercle, on revient, ça fuit encore. Donc là ça commence à être un peu casse-bonbon. Voilà. En restant poli. Donc Johan tente plusieurs alternatives pour tenter de régler cette fuite. Parce que moi, les réseaux pour hydrater un jardin, c'est pas mon truc, c'est vraiment le truc à Johan. Lui, le paysage, il gère, il maîtrise. À part balancer des idées de réparation ou autre, je sais pas trop quoi faire. Donc je rebouche, de mon côté, je rebouche les tranchées, là où il y avait les tuyaux qui sont passés, ainsi que les tuyères. Donc je rebouche ça, pendant que lui il est en train de s'arracher les cheveux, directement. Donc on ressort, on refait des tests, tout fonctionne, les tuyères sortent, mais ça fuit toujours. Enfin ça fuit toujours, ça fuit une fois sur deux. On a résolu le problème à moitié. Bon. On lâche prise, on ferme le regard. Donc moi pendant ce temps-là j'ai tout rebouché les trous. Voilà. Johan est là, il règle les tuyères afin qu'elles arrosent correctement toute la terre, afin que le gazon en plaque puisse survivre. Parce que surtout au début, s'il fait chaud, il peut jaunir, il peut mourir. Donc un gazon en plaque qui vient d'être installé a besoin d'eau pour survivre. Les trous sont bouchés, ça fuit encore, mais on a posé le couvercle sur regard, on y reviendra plus tard. On a plusieurs idées, on se dit on va racheter du matériel, ou du moins un raccord, pour le changer et voir si ça fuit toujours avec un nouveau raccord, sachant que l'autre raccord ne fuit pas. Donc là c'est un nouveau jour, et c'est un jour où on installe le goutte à goutte. Donc le goutte à goutte se faufile tel un serpent dans les feuillages, autour des arbres, autour des plantes,
pour finalement apporter de l'eau et hydrater tout le contour du jardin, autour du gazon en plaque, derrière toutes les dalles de schiste. Donc on apporte de l'eau également aux lauriers, d'ailleurs qui font toujours la tête, mais qui sont en vie jour après jour et semaine après semaine. Ça fait plaisir de les voir toujours en vie. On ne sait pas si ça va vraiment durer dans le temps, mais pour l'instant ils tiennent, donc peut-être qu'ils vont pouvoir reprendre là où ils ont emménagé. Car rappelez-vous, ils ont déménagé. Donc sur cette journée, nous avions plusieurs objectifs. Tout d'abord, comprendre et vérifier que ça fuit ou que ça fuit plus. Normalement, ça fuit plus. Mais bon, ça fuyait une fois sur deux, donc on vérifie, voilà. Et faire sortir cette souche qui nous a bien cassé les bonbons. Oui, on avait prévu plusieurs chaînes parce qu'on pensait se la faire à la tronçonneuse, mais vous allez voir que avec tous les débris qui est autour, les petits cailloux, les impuretés de la nature, et ben cette souche est devenue mi-cailloux, mi-bois. Du coup, on a pété nos lames de tronçonneuse et on s'est dit bon. Au début, on était parti avec une tronçonneuse et une daramine, et c'était quelque chose. Compliqué à avoir. Ah, donc là, on revient sur le regard. On parlera après de la souche. Et là, on est en train de se dire, on est en train de changer en fin de compte juste le raccord PVC. Et finalement, en fait, c'était un défaut de fabrication. C'était le joint qui n'était plus, qui était défoncé en fait. Et quand tu as un joint défoncé dans un raccord comme ça, c'est mort. Ça fait passer l'eau. Donc là, Johan va dévisser et on va pouvoir voir à l'écran, voilà, que le joint est complètement sorti. Il est mort. Donc c'est normal que ça fuite. Mais au début, on n'a pas eu l'idée d'aller voir si le matériel était fonctionnel, parce qu'il a été acheté neuf. Et c'est vrai que ça arrive à tout le monde. Enfin, moi, je suis déjà allé dans un magasin, acheter un ordinateur, un téléphone, ou une télé, ou n'importe quoi. Tu rentres chez toi, tu essayes de le faire fonctionner, ça marche pas, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est neuf, je viens de l'acheter. Et ça développe une certaine frustration que tu dois gérer sur le coup. Bon, après, tu y retournes, puis tu changes le matériel s'il fonctionne. Ah ouais. C'était chiant. Mais bon, finalement, finalement, le cadeau dans toute cette histoire, c'est que maintenant, peu importe le matériel, qu'il soit neuf ou ancien, et surtout si neuf, parce que si l'ancien, c'est plus automatique de vérifier. Mais si neuf, on fait un petit tour quand même du propriétaire, on regarde si tout se passe bien, si les joints sont bons, si la couleur est bonne, s'il n'y a pas de rayures, etc. Voilà, vérification obligatoire. Donc on voit que le réseau est installé, ça ne fuit plus. On est content, on sourit ce jour-là, on sourit beaucoup. Et là on s'attaque. On s'attaque à la souche. Et on se retrousse les manches. Et on y va, on tente, on tape, on coupe, on tire. On serre les dents, mais elle bouge pas, elle est très costaud cette souche, très très costaud. Du coup, on en a fait partir une partie quand même, à force de mettre des coups de tronçonneuse, mais on a lâché prise, donc on ne reviendra plus. Entre temps, on fait les tests avec l'arrosage pour voir si tout fonctionne. Tout fonctionne. Et là, en parlant de la souche, on a tous ces cailloux qui sont collés au bois, qu'il faut sortir, etc. À un moment donné, je viens même passer un coup de balai sur la souche pour me dire, voilà, peut-être que c'est le seul moyen pour pouvoir avoir seulement le bois et rien que le bois à couper à la tronçonneuse. Mais bon, ça va pas servir à grand chose, je dois l'avouer. Du coup, on a lâché prise, on s'est dit on reviendra plus tard avec un outil digne de ce nom pour faire sortir cette souche. Et on a utilisé la hache. Parallèlement à la souche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé un olivier qui était bien plus jeune que ceux qu'on a installés et cet olivier était déjà là quand on est arrivé. Donc on l'a installé en terre. Donc évidemment, on a creusé les trous, on a posé du terreau, on a mis l'olivier, du terreau autour de l'olivier pour qu'il puisse grandir et devenir indépendant. Voilà. En parallèle, on a installé également les barrettes de schiste qui nous manquaient à côté du regard. Et donc aujourd'hui, on est venu avec une hache pour régler le compte à cette souche.
oui, à cette souche. Et à force de mettre des coups à cette souche avec cette hache, on a fini par la dégonner, simplement. Et après, il fallait juste retirer les copeaux de bois, les morceaux de bois qui se baladaient, qui avaient baladingué un peu à travers le jardin, pour ensuite recouvrir de terre et ne plus rien. Ni vu ni connu, je t'embrouille, terminé, bonsoir, ciao bande de mots. Il n'y a plus de souche. Et ça fait plaisir. Donc là, pour la suite des événements, ça va être l'installation du gazon en plaque. Et oui, donc là on a l'implantation de la première. Implantation de la première. Donc on tire le cordeau, on utilise des pavés, on suit bien l'alignement des barrettes de schiste. Voilà, on peut voir à la caméra que c'est proprement et bien installé. Voilà. C'est propre, voilà. Je pense pas que j'aurais pu mieux installer que ça. Voilà. Au final, c'est nickel. C'est nickel. Voilà. Le cordeau est bien axé et bien parallèle à la bordure des barrettes de schiste. Sachant que les barrettes de schiste déjà sont pas toutes identiques et pas toutes de niveau ou d'aplomb. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est installé. Il n'y a plus qu'à dérouler le premier rouleau de gazon en plaque. Donc toujours faire attention aux tuyères quand on pose le gazon en plaque, à faire un trou bien autour de la tuyère pour qu'elle puisse sortir de terre et je dirais hydrater ce gazon. Voilà. Implantation terminée, cordeau tendu, c'est nickel. Maintenant, le challenge, ça va être d'aller chercher les rouleaux qui sont installés sur notre place de parking et de les amener à la main à travers l'entrée, le passage, le chemin étroit et le salon pour pouvoir amener ça dans le jardin derrière. Et surtout un outil indispensable que Johan a pensé à ramener, c'est un superbe couteau de cuisine pour découper ce gazon en plaques. Et oui, un couteau de cuisine, ça passe, ça fait l'affaire. Bon, à la fin de la journée, il coûte beaucoup moins, parce qu'à force de couper la terre, il kiffe pas, mais t'en prends deux et ça coûte très bien. Donc également, une chose à faire qui est importante pour préserver le gazon en plaque, c'est d'apporter des planches de bois. Parce que si tu marches sur un gazon en plaque qui vient d'être posé, tu peux l'abîmer et tu peux même le tuer. Parce que il va pas devenir jaune d'un coup comme ça en claquant des doigts. Non. Avec le temps, il peut s'abîmer et ne pas prendre. Donc toi, tu veux qu'il prenne, tu veux un beau gazon. Alors, c'est simple. Tu vas chercher dans le camion ce que tu as besoin pour protéger ton gazon, c'est-à-dire des planches de bois pour répartir le poids du corps sur le gazon en plaque et installer ça nickel propre. Donc prévois suffisamment de planches pour pouvoir aller jusqu'au bout de ton gazon, tout simplement. Et donc là on voit les palettes qu'il va falloir emmener de l'autre côté à la main, à la brouette. On peut mettre jusqu'à 3 ou 4 il me semble, 4 rouleaux de gazon en plaque dans les brouettes, par brouette, et donc ça va faire quelques trajets. Donc encore une fois, ça demande une bonne condition physique et l'huile de coude. Vraiment l'huile de coude, ouais, là, ouais. Il a fallu en avoir, quoi. Donc on pose les planches de bois sur le gazon pour pouvoir installer les futures lignes de gazon en plaque. Simplement. Tout simplement. Et donc le gazon en plaque, voilà, s'installe et quand on arrive avec deux plaques qui sont côte à côte, on essaie de les aligner pour que les deux plaques puissent s'épouser dans le temps et ne faire plus qu'un. Et plutôt que d'avoir plein de plaques dans l'avenir, on a une seule plaque de gazon qui s'étend dans le jardin. Voilà, tout est épousé, tout est ensemble, tout est uniforme, tout est beau. Donc une fois qu'on a fait la première ligne de gazon en plaque,
jusqu'au bout. On peut sortir le cordeau, il ne sert plus à rien. Il ne nous reste plus qu'à suivre le gazon en plaque déjà existant. Tout simplement. Donc voilà, on voit petit à petit l'installation du gazon en plaque. Voilà, ça pèse, ces petits rouleaux. Ça pèse, c'est bien 25 à 30 kg de rouleau. Donc les gars, ça chauffe bien, je vous le dis. Je vous le dis. Donc on déroule. Et c'est parti, attention à l'équilibre, Yohan. Ouais, fais gaffe, tombe pas. C'est pour ça que je vous dis que ça demande une bonne condition physique d'installer tout ça. Donc voilà tous les rouleaux qui restent à installer si c'est pas plus. Parce que je pense qu'il n'y en a pas assez encore pour les 2 travées. Enfin, si je peux dire travées qui nous restent. Pas vraiment le terme adéquat, mais bon. En tout cas, on voit que ça se met en place petit à petit. Ce jour-là, il pleut, c'est pas super agréable, mais bon. Du coup, ça alourdit un petit peu le gazon en plaque, parce qu'il faut savoir que la terre boit un peu. Bon, c'est pas grave, on fait plus de sport comme ça, c'est cool. Là, on arrive à la fin de la bordure. Donc, on utilise le couteau de cuisine et on coupe soigneusement le long de la barrette de schiste. Et finalement, on a eu de la chance parce qu'il y a eu, évidemment, beaucoup de déchets, mais pas tant par rapport à ce qu'on pensait. Parce que les plaques finalement se sont plutôt bien arrêtées. On avait 8 mètres à peu près de long, 10, et du coup, avec des plaques de 2 mètres, on arrive sur un contron, quoi. Donc, petit test divers et variés avec les tuyaux. Mais là, tout le gazon en plaque est installé, donc c'est magnifique. C'est magnifique, ça. Le jardin est waouh, époustouflant. On a les plantes sur le côté qui demandent qu'à grandir. Le goutte à goutte qui les nourrit en eau. Et puis pour ce qui concerne le gazon, on a les tuyères qui couvrent la totalité du gazon en plaque. Pour l'hydrater et le nourrir avec. Quand il en a besoin, évidemment. La seule chose que je trouve dommage, ce sont les lauriers roses. Évidemment, ils ont déménagé, donc forcément ils font la tête. Enfin, les feuilles font la tête. Même si lui, en soi, ils sont tous en vie, donc c'est plutôt bon signe. Mais voilà, c'est le seul truc qui est dommage. Voilà, mais sinon, le jardin, il est splendide. Il est splendide. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Les oliviers, les plantes, le gazon en plaque, le verre là, c'est magnifique. Moi je kiffe. Enfin voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. C'était les brassards bordelais. Commentez, likez, partagez. A plus, ciao.